vous ressentez une sensation de brûlure dans la poitrine après avoir mangé. Ou peut-être pas de brûlure, mais plutôt une sorte de boule dans la gorge, des glaires collantes qui persistent et vous obligent à vous racler la gorge avant de parler. Il semble s'agir de deux problèmes différents. L'un s'appelle reflux gastro-œsophagien et l'autre est souvent considéré à tort comme une allergie ou attribué à la nervosité ou quelque chose de similaire. Mais dans de nombreux cas, ils partagent la même cause mécanique. Qu'est-ce que cela signifie? Un clapet qui ne se ferme pas correctement. Le problème n'est pas toujours un excès d'acidité. Non. Souvent, le problème vient du fait que le clapet de sécurité de votre estomac est resté entrouvert, ne s'est pas complètement fermé. Et voici quelque chose qui peut paraître étrange, voire bizarre. Vous pouvez souffrir de reflux sans ressentir de brûlure. Si vous avez vu la vidéo précédente, celle sur les glaires et le bicarbonate de soude, alors bienvenue, car vous avez maintenant un extincteur pour éteindre l'incendie immédiatement. Mais utiliser l'extincteur tous les jours n'éteint pas la source du problème. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons dépasser les solutions rapides et approfondir le sujet. Nous allons vous montrer comment renforcer cette valve afin que les gaz cessent de remonter et que vous n'ayez plus besoin de dépendre uniquement des médicaments. La question est, que devons-nous comprendre du reflux gastro-œsophagien pour y remédier? Eh bien, pour y remédier, nous devons comprendre une notion clé. Votre estomac n'est pas un simple sac, c'est un réservoir à pression variable. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez un ballon rempli de liquide et de gaz. Si vous comprimez ce ballon, son contenu tente de remonter. Qu'est-ce qui l'empêche de remonter ou de passer entre l'estomac et l'œsophage? C'est un petit muscle circulaire situé à l'entrée, le sphincter inférieur de l'œsophage. Imaginez-le comme le nœud du ballon en haut, ou comme une vanne de plomberie. Le problème est que cette vanne, ou ce nœud du ballon, peut dysfonctionner pour plusieurs raisons. Lesquelles? Parfois, elle s'ouvre en raison d'une distension ou de variation de pression. Parfois, elle s'ouvre en raison d'un relâchement inapproprié de ce muscle. Parfois, une hernie hiatale fragilise l'œsophage, permettant ainsi au contenu de remonter. Voici l'erreur fréquente que je vois dans les commentaires. Docteur, si j'ai un reflux, dois-je éliminer l'acide ou dois-je éliminer mon acide? La réponse est, il ne s'agit pas d'éliminer l'acide. L'acide est vital. Il tue les bactéries, facilite la digestion des protéines et est essentiel à l'absorption de la vitamine B12. Autrement dit, le problème n'est pas que l'acide soit mauvais en soi, mais qu'il se trouve au mauvais endroit. Je m'explique. Il remonte vers la gorge, c'est-à-dire vers l'œsophage, et jusqu'au fond de la gorge. Pourquoi? Parce que le sphincter, la valve de l'œsophage, est défaillant. Une distinction importante. La prise d'oméprazole contre le reflux acide réduit ces attaques acides et guérit l'œsophagite chez de nombreuses personnes. C'est un traitement efficace et nécessaire en cas de lésion de l'œsophage. Mais l'oméprazole ne renforce pas cette valve, ce sphincter. Il ne ferme pas mécaniquement la porte. Et dans certains cas, notamment en cas de reflux non acide, ou si la valve est très faible, les symptômes de la gorge peuvent persister même si l'acidité est bien contrôlée. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui renforcer cette porte mécaniquement. Alors, pourquoi cette valve s'ouvre-t-elle si elle ne le devrait pas? Nous allons commencer par une approche de mécanique des fluides, c'est-à-dire une approche de plomberie. Parfois, cela peut être dû à une hernie hiatale, mais très souvent, c'est dû à un gonflement et une distension de l'estomac, et la mécanique de la pression fait le reste.
J'ai également déjà expliqué pourquoi il y a des relâchements de ce sphincter musculaire. Nous avons essentiellement deux erreurs mécaniques de plomberie. La première est la suralimentation, et nous allons appliquer la règle des 80%. L'estomac est un muscle gastrique, mais il a une limite. Si vous mangez jusqu'à être complètement rassasié, les ballonnements ou la distension gastrique augmentent. La pression interne peut vaincre la force du sphincter, la valve, située au-dessus de l'estomac et à l'entrée de l'œsophage. C'est une question de physique. La pression cherche toujours une issue. Mais attention, quand je dis « manger beaucoup », je ne parle pas seulement de nourriture. Si vous constatez que boire beaucoup de liquide pendant les repas aggrave votre état, c'est parce que vous augmentez trop le volume de l'estomac. Plus de volume signifie plus de pression sur le sphincter. Alors, quelle est la solution? Il existe un concept japonais, le hara hachibu, qui consiste à manger jusqu'à être rassasié à 80%. Je m'explique. Il ne s'agit pas de compter les bouchées, ni de devenir obsédé. C'est en fait une règle pratique pour éviter de trop manger. Le message est simple, arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim, pas quand vous êtes repu, quand vous êtes déjà bien rassasié. Et si vous remarquez que de grandes quantités de liquide pendant les repas déclenchent vos symptômes, essayez de boire davantage entre les repas plutôt que pendant les repas principaux. La seconde erreur mécanique, ou de plomberie, est une erreur de gravité inversée. Je m'explique. C'est l'une des solutions les plus efficaces et les moins coûteuses. Pour vous donner une idée, l'anatomie de l'estomac est asymétrique. Il a la forme d'un J, et si vous dormez sur le côté droit, votre estomac se retrouve au-dessus de votre œsophage. La gravité pousse alors son contenu directement contre le sphincter inférieur de l'œsophage. Si ce sphincter est relâché, il s'ouvre. Mais si vous dormez sur le côté gauche, votre estomac se trouve en dessous de votre œsophage. Que se passe-t-il alors? Une sorte de poche de sécurité se crée. Le liquide reste au fond et les gaz remontent plus difficilement. Quelle solution adopter? Si vous souffrez de reflux nocturne ou de régurgitation au réveil, et que vous pouvez dormir sur le côté gauche, si cela ne vous pose pas de problème, dormir sur ce côté peut être l'une des mesures les plus efficaces contre ce problème. Maintenant, si vous ne pouvez pas dormir sur le côté gauche, pourquoi? Si vous avez mal à l'épaule ou à la hanche, ou si vous ne pouvez tout simplement pas maintenir cette position, il existe des alternatives très efficaces. Par exemple, surélevez la tête de votre lit d'environ 15 cm, 6 pouces, à l'aide de cales placées sous les pieds de la tête de lit. Pas seulement l'oreiller, mais aussi les cales. Ensuite, ne vous allongez pas avant 2 ou 3 heures après le dîner. En résumé, la gravité est votre allié et vous devriez l'utiliser à votre avantage de la manière qui vous convient le mieux. Quels sont les agents chimiques qui perturbent le fonctionnement de notre sphincter? Nous avons déjà abordé la pression physique et ses effets néfastes, mais nous allons maintenant parler de perturbations chimiques. Certaines substances ne provoquent pas de brûlure d'estomac à proprement parler, mais elles relâchent le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage. Autrement dit, le sphincter, la valve. Si vous souhaitez renforcer ce sphincter, il est préférable d'éviter 4 relaxants courants pendant 2 ou 3 semaines. Premièrement, la menthe. La menthe semble faciliter la digestion, mais elle peut relâcher le sphincter. Évitez les infusions de menthe après les repas si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien actif. Ensuite, le chocolat. Il contient de la théobromine et des matières grasses, et cette combinaison peut relâcher le sphincter. La solution? Réintroduire le chocolat progressivement, en fonction de votre tolérance. Dans un premier temps, il est préférable de l'éliminer complètement et d'observer les résultats. Troisièmement,
l'alcool est irritant et diminue le tonus musculaire. Un verre le soir facilite l'ouverture du sphincter pendant la nuit, ce qui peut causer des problèmes. Il est donc préférable de l'éviter. Quatrièmement, le tabac. Fumer diminue le tonus du sphincter. Plus vous fumez, plus cela s'aggrave. Chaque cigarette affaiblit la barrière intestinale. Il faut donc arrêter de fumer. Et le café ou les tomates? Les effets varient beaucoup. Chez certaines personnes, ils aggravent les symptômes en raison d'irritation, tandis que chez d'autres, ils stimulent la production d'acide. Chez d'autres personnes, rien ne se passe. À moi, par exemple, rien ne se passe. Mon conseil, si vous avez mal à la gorge, est d'éviter ces aliments au début, puis de les réintroduire un par un, petit à petit, pour observer la réaction de votre corps. C'est ainsi qu'on affine le processus, le protocole de réparation. La question est, comment y remédier? Il n'est pas nécessaire d'y parvenir parfaitement dès le premier jour, mais il vous faut une méthode. Je vais donc vous proposer 3 niveaux. Niveau 1. Contrôlez votre alimentation et votre digestion. Dînez 3 ou 4 heures avant de vous coucher, car cela réduit considérablement le risque de reflux nocturne. Ensuite, l'estomac doit se vider en position debout et grâce à la gravité. Si vous vous couchez après avoir mangé, la pression risque de compromettre le bon fonctionnement du sphincter. Le mieux est donc, comme je l'ai dit, de dîner léger. N'oubliez pas que moins de volume signifie moins de pression. Évitez également les facteurs de pression externes. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes en surpoids ou obèse, perdre du poids réduit la pression abdominale sur l'estomac et améliore les symptômes. Évitez également les vêtements serrés à la taille, comme les gaines et les ceintures. Cela contribue aussi à atténuer les symptômes. Si possible, évitez de vous pencher immédiatement après avoir mangé, car cela augmente la pression et aggrave les symptômes. Le deuxième niveau de traitement fait appel à une aide externe, les alginates. Si votre sphincter est très faible, par exemple à cause d'une hernie hiatale, l'alimentation seule ne suffit pas toujours au début. C'est là que les alginates interviennent. Les alginates contiennent du Gaviscon et des produits similaires. Contrairement au bicarbonate, qui neutralise l'acidité, les alginates créent une sorte de barrière physique à la surface des aliments. Cette barrière réduit mécaniquement le reflux. Quand faut-il les prendre? Il est recommandé de les prendre après les principaux repas et avant le coucher. Un point pratique à considérer. Si possible, évitez de boire de grandes gorgées d'eau juste après la prise d'alginate, car cela dilue la barrière. Attendez un peu, même si une petite gorgée ne pose généralement pas de problème. Nous avons déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo. Niveau 3. Protection locale. Ceci s'applique en cas de mucosité dans la gorge ou de reflux laryngo-pharyngé. Si votre principal symptôme est un mal de gorge, des mucosités ou des raclements de gorge, ajoutez des gargarismes à l'eau alcaline ou au bicarbonate de soude, comme expliqué dans l'autre vidéo, afin de désactiver la pepsine déjà remontée et bloquée dans la gorge. Cette pepsine peut continuer à irriter la gorge, car elle est activée par les aliments acides. Je ne vais pas me répéter ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter l'autre vidéo. Si vous prenez de l'oméprazole, du pantoprazole ou des médicaments similaires prescrits pour une œsophagite, des ulcères ou un œsophage de Barrett, ces mesures sont complémentaires et ne remplacent pas votre traitement. Veuillez ne pas interrompre votre traitement par oméprazole ou médicaments similaires de votre propre initiative. La posologie doit être ajustée progressivement avec votre médecin en fonction de l'évolution de votre cas. Ces inhibiteurs de la pompe à protons sont utiles et nécessaires en cas de lésion. En d'autres termes, notre objectif
est de renforcer le système digestif afin de pouvoir, à terme, réduire la dose de ces médicaments, voire les arrêter complètement, toujours sous surveillance médicale et en respectant les précautions d'usage. Ne prenez aucune décision imprudente. Parmi les questions fréquentes concernant le reflux, on trouve « Docteur, que pensez-vous du vinaigre de cidre ?» C'est une question courante. Pour certaines personnes souffrant d'hypochloridrie, il peut faciliter la digestion. C'est exact et il présente des avantages que j'ai déjà évoqués. Cependant, en cas de brûlure d'estomac, de douleur à la déglutition, d'œsophagite ou d'ulcère, il est déconseillé de l'utiliser. Appliquer de l'acide sur une plaie douloureuse ne fera qu'aggraver la situation et pourrait exacerber la lésion. Je vous le déconseille fortement si vous présentez des symptômes. Le reflux est-il guérissable ou est-il permanent? S'il s'agit d'un problème fonctionnel, c'est-à-dire lié aux habitudes, à l'alimentation, au surpoids ou au stress, corriger les mécanismes sous-jacents permet généralement de restaurer une grande partie du fonctionnement du sphincter. Le problème peut être résolu. Cependant, en cas de hernie hiatale modérée ou importante, un traitement mécanique sera nécessaire à long terme. La chirurgie est réservée aux symptômes réfractaires, à l'absence d'autres solutions, aux complications ou à une altération significative de la qualité de vie, malgré une hygiène de vie optimale. La décision ne dépend pas uniquement de la taille de la hernie. De nombreux facteurs cliniques doivent être évalués conjointement. Que faire si mes symptômes de gorge ne s'améliorent pas, malgré tous ces traitements et recommandations contre le reflux? Il est important de noter que les raclements de gorge, l'écoulement nasal et la toux chronique ne sont pas toujours dus au reflux. Ils peuvent être causés par une rhinite postérieure, de l'asthme, une hypersensibilité laryngée, un écoulement nasal postérieur ou un problème laryngé. Ils peuvent également être induits par des médicaments comme les inhibiteurs de l'ECA, tels que l'énalapril, le lisinopril et le ramipril, qui peuvent provoquer ces symptômes. Essayez scrupuleusement les mesures que nous avons évoquées pendant 2 ou 3 semaines. Si votre état ne s'améliore pas ou si vous ressentez des signes d'alerte, dont nous parlerons plus tard, il est temps d'envisager d'autres causes possibles avec votre médecin, un ORL, un pneumologue ou un allergologue. En bref, faites-vous examiner par un médecin afin de déterminer la cause sous-jacente. Les signes d'alerte apparaissent lorsque les symptômes ne sont plus uniquement liés au reflux. Il est important de savoir quand arrêter les remèdes maison et consulter un médecin, parfois même en urgence. Cela peut paraître fastidieux, mais c'est crucial. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Je veux simplement que vous compreniez la différence entre « puis-je gérer cela avec des remèdes simples » ou « ai-je besoin d'une consultation immédiate ?» Alors, quand faut-il consulter un médecin en urgence, voire en priorité? Si vous éprouvez une difficulté progressive à avaler, dysphagie qui s'aggrave, ou si vous ressentez une douleur thoracique intense dont l'origine, reflux gastro-œsophagien ou problème cardiaque, vous laisse perplexe, ou encore si vous vomissez du sang ou une substance ressemblant à du marc de café, qui pourrait être du sang, ou si vous constatez une perte de poids inexpliquée sans régime, ou une anémie lors d'analyses sanguines, ou si vos selles sont très foncées ou présentent un mélénat, selles noires et goudronneuses, signes pouvant indiquer un saignement digestif haut, alors ces symptômes pourraient évoquer un œsophage de Barrett. Il s'agit d'une modification de la muqueuse de l'œsophage qui augmente le risque de cancer. Il pourrait également s'agir d'un ulcère œsophagien hémorragique, d'une sténose, rétrécissement de l'œsophage dû à une cicatrisation et, dans de rares cas, d'un cancer. Si vous présentez l'un de ces signes,
Il ne s'agit pas d'essayer de soigner votre système digestif en premier lieu. La première chose à faire est de consulter un médecin au plus vite afin qu'il puisse prescrire les examens appropriés, notamment une endoscopie si nécessaire. Cela implique l'insertion d'un tube dans votre œsophage et votre estomac pour les examiner. Votre estomac est en quelque sorte une machine, un ballon à pression variable muni d'une soupape de sécurité. Si vous ignorez son fonctionnement, vous risquez de rencontrer des problèmes. En revanche, si vous respectez le fonctionnement de votre estomac et de votre œsophage, vous en tirerez des bénéfices considérables. Que pouvez-vous faire? Commencez par une seule chose. Par exemple, dînez 3 heures avant de vous coucher et dormez sur le côté gauche. Si cela n'est pas possible, essayez de surélever la tête de votre lit pour voir si cela améliore vos symptômes. Ce simple geste réduira considérablement le risque de reflux nocturne. Et si votre reflux s'accompagne de glaires coincées dans la gorge, de raclements de gorge constants ou d'une toux au réveil, vous devriez regarder cette vidéo dont le lien est ci-joint. J'y explique ce qu'est la pepsine et comment la désactiver avec du bicarbonate de soude. Renforcer les voies respiratoires est la première étape. Mais si la pepsine est déjà activée et irrite votre gorge, vous aurez besoin d'un savon chimique, comme je l'explique dans la vidéo. Il ne s'agit pas de boire plus de sirop, mais simplement de mieux comprendre son corps. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les hernies hiatales, j'ai inclus une autre vidéo ici pour vous permettre d'approfondir vos connaissances. Dans le premier commentaire épinglé, je vous ai aussi donné un message concernant l'oméprazole. Prenez soin de vous, gros bisous, et à bientôt dans la prochaine vidéo.